Pernin. Bonsoir, bienvenue dans Les Informés de France Info, votre émission de débat et d'opinion sur France Info, franceinfo.fr, sur les réseaux sociaux, avec le hashtag Les Informés, également sur le canal 27 de la TNT. Ils sont venus, malgré ce gigantesque pont, et oui, jusqu'à mardi soir, et sans difficulté. D'ailleurs, l'un d'entre eux a laissé son déguisement de loup-garou à la porte. 32 heures de boulot, nous a-t-elle dit, Halloween oblige, donc c'est normal, on le libérera très vite ensuite pour qu'il aille chercher des bonbons. Et ce soir, donc autour de la table des Informés de France Info, nous trouvons la conseillère de Paris et coordinatrice du parti de gauche, Danielle Simonet, bonsoir. Bonsoir. Également le politiste Gaël Brustier, bonsoir. Bonsoir. Michel Urvois de Ouest France, bonsoir. Bonsoir Jean-Mathieu. Et François Dorcival de Valeurs Actuelles, bonsoir. Bonsoir Jean-Mathieu. Et ce soir, 4 débats lancés contre le mur pour savoir s'ils sont bien cuits. Centenaire du canard enchaîné, tous ne vont pas l'aider à souffler ses bougies. Président de la République, c'est quoi déjà? Manuel Valls contre François Hollande, Matignon, l'éternel recommencement. Mais pour l'instant, dans les Informés de France Info, c'est l'heure de notre premier débat. Comme une terrible réplique, alors qu'à Calais, les pelleteuses s'activent pour détruire ce qu'il restait du campement dit de la jungle, c'est désormais Paris qui inquiète les autorités. Hier soir, nous avons été mis au courant d'une lettre de la maire de Paris, envoyée au ministre de l'Intérieur ainsi qu'au ministre, que la ministre en charge du logement. Anne Hidalgo décrit une situation dramatique de migrants installés dans le nord de la capitale, sous le métro aérien dans le quartier Jaurès-Stalingrad. Elle fustige, je cite, une méthode qui consiste à attendre le point de rupture pour héberger, une méthode qui n'a que trop duré. 2500 personnes vivraient ainsi sous des tentes dans des conditions d'hygiène effroyables. Le centre d'accueil annoncé prend du retard et ce matin, une opération de police visant à vérifier l'identité des migrants a un peu plus tendu la situation. Paris ne peut pas être seul, selon le directeur général de France Terre d'Asile, Pierre Henry. L'initiative de la mairie de Paris d'ouvrir un centre humanitaire de 400 places est une bonne initiative, mais qui ne pourra trouver sa concrétisation que si cet exemple est suivi dans d'autres villes du territoire. Sinon, Paris continuera à être le point d'entrée privilégié dans la procédure d'asile et d'hébergement, et on n'en sortira pas. Voilà, Pierre Henry, donc directeur général de France Terre d'Asile. Alors, Danielle Simonet, quand Anne Hidalgo, donc la maire de Paris, écrit qu'on attend toujours la dernière minute pour faire quelque chose, est-ce qu'elle dit vrai ? Oui, mais elle aurait pu le dire déjà il y a un an, en fait, quand il y a eu les premières opérations de démantèlement humanitaire, comme ils disent. Je trouve ça extraordinaire, quand même, ces expressions. Démantèlement humanitaire. C'est-à-dire qu'on attend qu'il y ait une situation très catastrophique où les hommes et les femmes dorment dehors, dans une indignité la plus complète, avec des problèmes sanitaires colossaux, sans aucun accompagnement d'accès aux droits, pour enfin, soi-disant, leur permettre d'avoir accès à un hébergement d'urgence et un suivi de leur dossier. Mais la vérité, c'est quoi? C'est que bien souvent, ces politiques de mise à l'abri servent surtout à faire en fait des politiques de mise à l'abri du regard. Parce que dans toutes les opérations de démantèlement qui ont pu se succéder, eh bien, on se rend compte derrière qu'on a des hommes et des femmes qui ont fait l'objet finalement d'une vingtaine de mises à l'abri. C'est-à-dire qu'elles ont été, on leur a proposé un premier hébergement, et puis ensuite un deuxième, et puis ensuite un troisième, et finalement leur situation au niveau titre de séjour n'a pas évolué. On a à peine 30% d'accord sur les demandes d'asile, 70 000 demandes d'asile, à peine 22 000 qui ont été accordées. Donc il y a un gros problème là à ce niveau-là. François Dorcival, voilà, c'est-à-dire on agit toujours trop tard ou pas? Parce que c'est vrai que d'un côté on se dit tant mieux pour ces personnes qui vivent dans des conditions effroyables de trouver enfin un abri, et on avait accusé un petit peu François Hollande d'une manière électorale de dire tiens on s'en occupe en octobre parce que comme par hasard il peut y avoir des élections, enfin il y aura des élections en mai prochain. Oui, mais Danielle Simonet vient de le dire. Ça n'est pas la première fois. Ça se produit tout le temps. Donc effectivement, on agit tout le temps, à répétition, et on déplace ces personnes constamment sans traiter le sujet en amont. Jamais. Pourtant, avec Calais, on s'est dit ça avait bien marché. On n'a pas cessé, parce que ce n'est pas la première fois qu'on traite ce sujet autour de ce plateau des Informés, on n'a pas cessé de dire que ce qui était à Calais, que l'on démantelait, se retrouverait ailleurs. Je vous ai cité l'exemple de Grande-Synthe. Bien, Paris, naturellement. Or, Paris, ce n'est pas la 20e fois, c'est la 30e fois qu'on va évacuer ces braves gens pour en recevoir d'autres. Et alors, là où on est étonné, c'est de lire la lettre de Madame Hidalgo, maire de Paris. On a l'impression qu'elle ne s'adresse pas à un gouvernement de la même majorité qu'elle. Ça, effectivement, on est tout de même surpris. C'est ça, Michel Urvois, aujourd'hui, c'est répondre à l'urgence. Comme ça, on se dit, on va le faire dans l'urgence. Et en même temps, c'est à faire la 30e fois à Paris, en effet.
Oui, quel campement est démantelé. On manque clairement d'espace d'accueil. On le savait depuis longtemps. On connaissait aussi depuis longtemps, l'ampleur du besoin. Moi, j'ai envie de rappeler un peu les proportions du problème quand même. Il y a dans les conflits qui nous intéressent, là, il y a 60 millions de déplacés. Il y a 40 millions qui sont déplacés dans leur propre pays. Il y a 20 millions qui sont déplacés au Liban, en Turquie, en Jordanie. Et il y en a combien en France? Normalement, 60 quelques milliers. Voilà, quelques milliers. Ça se discute. Il y en a, discutons-en. Oui. Il y a quelques milliers, et on sait, puisqu'il y a eu des accords en plus européens, pour dire combien on en accueillerait. Donc, je pense qu'il y a un problème d'anticipation, mais on a un peu l'impression de volonté. J'allais dire, on a un peu l'impression que le politique est toujours dans cette situation-là. C'est-à-dire qu'on sait que le problème va venir, mais on ne le traite que dans l'urgence et sous la pression. Gaël Roussier, c'est ça. Aujourd'hui, on a vraiment l'impression, même que si la gauche française, la gauche gouvernementale a réglé son problème avec l'autorité un petit peu, voilà, aujourd'hui, est-ce que c'est ça, c'est un problème d'anticipation? Oui, il y a sûrement un problème d'anticipation. Il faut rappeler effectivement que le Liban accueille beaucoup plus de réfugiés, par exemple, que la France n'en accueillera jamais. Mais il faut mettre en place des politiques qui, d'abord, répondent à des besoins humains, on le voit très bien, et puis qui soient des politiques qui prennent en compte le fait que c'est un problème structurel, c'est-à-dire que les flux de migrants, les flux de réfugiés ne vont pas se tarir comme ça. Et il y a deux types de migrants, de ce que j'ai lu et de ce qu'on voit apparemment, mais Daniel Simonet pourra me confirmer ou démentir. C'est vous avez ceux qui viennent, par exemple, demander l'asile en France, par exemple, qui viennent d'Italie, et puis il y a tous ceux qui veulent passer au Royaume-Uni. Et là, il y a quand même une question qui va se poser avec le Royaume-Uni et son actuel gouvernement. Je suis plutôt de l'avis de Corbyn quand il dit qu'il n'y a pas de raison de bloquer les gens qui veulent rejoindre le Royaume-Uni et de les bloquer en France et qu'ils ne puissent pas le rejoindre. On va continuer à en parler. Dans un instant, l'info à 20h10, Pierrick Bonneau. France Info, nous parlons d'Anne Hidalgo, la maire de Paris, qui a tiré la sonnette d'alarme concernant les camps de réfugiés, les campements de réfugiés présents à Paris, et notamment un tout particulièrement qui se trouve sous le métro Stalingrad, dans le quartier Jaurès, c'est le nord en fait de la capitale. Daniel Simonet, suite au démantèlement de Calais, François Hollande avait déclaré qu'il ne tolérerait pas de nouveaux camps de migrants sur le sol français. Non mais ça veut dire quoi cette phrase? Je ne tolérerai pas des camps de migrants sur le sol français. Si c'était une parole de gauche, ça voudrait dire c'est intolérable que la République ne soit pas capable d'accueillir dignement et de permettre l'accès aux droits. Bon, ça veut dire qu'il aurait pu à ce moment-là anticiper, puisque ça fait quand même des décennies qu'on lui dit qu'il y a un problème de retard en termes de capacité d'hébergement d'urgence de droit commun, et y compris un retard colossal dans les capacités d'hébergement des demandeurs d'asile. Mais là, on a l'impression vraiment de l'ambiguïté où c'est la politique sécuritaire pour la politique sécuritaire, finalement. Parce que ce qu'il ne tolère pas, c'est qu'on voit la misère, au lieu de s'en occuper. Vous pensez que finalement l'évacuation de Calais, c'est pas bien passé? Là, on le voit dans les CAO, dans les centres d'accueil aujourd'hui qui peuvent aider, finalement. Puisque vous avez quand même pas mal de témoignages. Il y a pas mal de témoignages qui montrent que dans un certain nombre de centres d'hébergement ou de soi-disant mises à l'abri à l'hôtel se font dans des conditions complètement catastrophiques et qui ne sont pas pérennes. Le problème, c'est que c'est des solutions qui ne sont pas pérennes, avec en plus un blocage dans le traitement du droit d'asile en tant que tel, qui est calamiteux. Quand je vous dis qu'il y a que 31% d'accords, c'est catastrophique. Et dernière chose, bien sûr qu'on doit remettre en cause les accords du Touquet pour permettre aux demandeurs qui veulent aller en Angleterre de pouvoir y aller. Et puis il y a aussi d'autres solutions. Je veux dire, à l'Hôtel Dieu, on a une superficie au cœur de Paris qui est totalement inutilisée. Ça fait plus d'un an que je demande que cet hôpital puisse être mis à disposition, là, on par voit exemple, sur ces mesures d'urgence. Vous voulez juste réagir après? Non, ce que je dis simplement, c'est que nous continuons de traiter constamment les conséquences. Mais même parmi ces migrants, vous parlez du droit d'asile, et à juste titre, le droit d'asile est un droit très bien. Mais vous dites aussi 31% d'admis. Pourquoi? C'est pas par méchanceté que les autres ne sont pas admis. Les accords de Dublin. Mais non. Bien sûr que si, en grande partie. Ils obéissent à des règles. Les fonctionnaires qui établissent les réponses obéissent à des règles. Or, nous voyons bien que les réfugiés des pays en guerre ne sont qu'une petite minorité parmi tous les migrants que nous accueillons. S'il n'y a que 31%... je me borne à citer les données qui sont alors publiques. Justement, vous les interprétez comme elles vous arrangent, ces données. Parce que quand il n'y a que 31%
d'accord en termes de droit d'asile, ça ne veut pas dire que les 70% sont illégitimes. Elles sont totalement légitimes à demander l'asile. C'est que vous avez notamment les accords de Dublin qui sont totalement calamiteux, qui fait que vous devez demander l'asile dans le premier pays quasiment que vous avez traversé. Le nombre de cas sous prétexte qu'on leur a pris leurs empreintes dans le premier pays d'arrivée, on estime illégitime leur demande d'asile dans un autre. Cette aberration qui finalement piétine le droit d'asile, la France est un des pires élèves en matière de droit d'asile. Attends. Mais non, écoutez, franchement, les pays en guerre, la Syrie et l'Irak, les migrants en question viennent du Sahel, du Soudan, d'Afghanistan, parce que ce sont des pays, l'Érythrée ou le Soudan, etc., d'Éthiopie. On a l'impression que l'ensemble du monde moyen-oriental, Asie orientale, etc., tout ce monde-là est en guerre. Alors, juste François Orcival, il faut préciser que l'Érythrée est un pays sûr. La géopolitique, l'Érythrée et le Soudan, ce ne sont pas des pays quand même très sûrs, souvent en guerre. L'Érythrée, on dit que c'est la Corée du Nord africaine. Mais nous ne les avons pas mis dans les pays en guerre. Oui. Bon, alors, parce qu'ensuite on aura le Yémen, etc. Eh bien, traitons la question au-delà de nos frontières. Michel, on va juste, pour conclure, il y avait aujourd'hui la situation, elle se borne, Gaël Brucy en parlait tout à l'heure, sur les accords du Touquet par rapport à 1500 en fait, mineurs qui seraient en train d'errer, voilà, on le sait encore, dans le campement de Calais, où les situations, souvent, leurs familles de l'autre côté de la Manche, c'est là aussi vraiment un problème terrible. On se dit, finalement, comment le résoudre? Et là, c'est un problème de volonté politique et du côté britannique, parce qu'il y a eu Bernard Cazeneuve, qui est allé il y a une quinzaine de jours, on pensait que la question était réglée, en tout cas elle était annoncée comme à peu près réglée, et on s'aperçoit que les lenteurs, les complications, les refus perdurent, et effectivement il y a 1500 jeunes qui sont en attente et pour lesquels il n'y a aucune solution, crédible, sérieuse d'envisager. Donc c'est bien sûr un dossier que nous allons continuer à suivre dans les informés de France Info. On va changer de débat maintenant puisqu'on va parler de choses pas plus légères, mais finalement de politique française. Parfois on peut se dire si c'est pas un peu plus léger, puisqu'en cette veille de Toussaint, si vous cherchez un bon film d'horreur, laissez tomber. Freddy Krueger, Jason ou Saw. Celui que nous vous conseillons s'intitule La gauche française. Alors coup de poignard, massacre, violence en public, paroles assassines, la gauche française fait suite. Je ne sais pas si vous avez vu ce film à la droite française, en fait, élection à la présidence de l'UMP notamment, qui forme la fameuse série horrifique intitulée La politique française. En visite en Afrique, le Premier ministre continue à souffler le chaud et le froid à propos de François Hollande. Samedi, dans le journal Le Monde, Manuel Valls évoquait la honte et la colère après la publication du livre « Un président ne devrait pas dire ça ». Hier, en Côte d'Ivoire, il rappelait sa loyauté à François Hollande et appelait au rassemblement pour éviter, je cite, que la gauche française ne devienne pas la plus bête du monde, ça rappelle des choses, des prises de parole qui ne plaisent pas vraiment justement au porte-parole du gouvernement qui s'en énerve. C'est un bon soldat du hollandisme, Stéphane Le Foll. Le patron, jusqu'à nouvel ordre, Michael Darmon, c'est le président de la République. Il a été élu. C'est chef du gouvernement, vous êtes son porte-parole. Attendez, non, il y a le patron qui a été élu en 2012, c'est François Hollande. Donc on ne va pas non plus réinventer et réécrire l'histoire. Voilà, Stéphane Le Foll, donc porte-parole du gouvernement sur Europe 1 hier. Gaël Brucy, finalement, à quoi joue Manuel Valls? Est-ce que là, on est de nouveau dans une guerre qu'on retrouve à chaque fois, c'est-à-dire entre Matignon et l'Élysée? C'est une illustration de la crise de régime qui se poursuit dans notre pays, c'est-à-dire que les institutions sont de plus en plus bloquées, elles répondent de moins en moins à l'évolution du pays, à l'évolution de l'idéologie du pays qui est de plus en plus insatisfait. Il y a un vrai divorce avec la politique et du coup, une des manifestations, c'est effectivement dans cet affolement, c'est la lutte qui commence à s'insinuer au sein du pouvoir entre un Premier ministre et un président qui a du mal à incarner la fonction. Donc, il y a je vais dire, le prochain président de la République, on aura le même type de scène puisqu'on n'aura pas changé de cadre politique et que donc voilà. Oui, pour vous, bien sûr. Bien sûr. C'est très enthousiaste. Oui, c'est pour ça qu'il faut choisir le seul candidat qui propose de provoquer la constituante. C'est vrai que Hollande affronte deux crises. L'une, c'est la crise de la social-démocratie, de la gauche, etc., qui ne parvient pas à donner des réponses à la crise satisfaisantes. Et puis l'autre, c'est la crise de la Ve République. C'est-à-dire pour vous, c'est les institutions, là, aujourd'hui, qui craquent, en fait. C'est pas simplement les institutions, c'est en fait un rapport entre gouvernants et gouvernés, c'est un rapport de légitimité du pouvoir. Et j'allais dire, c'est d'autant plus grave que François Hollande n'arrive pas à incarner en fait un projet de gauche aux yeux des Français et il n'arrive pas non plus à incarner la fonction présidentielle, il n'arrive pas à s'installer sur le trône des rois de France. Oui. Donc il y a une série de problèmes qui font qu'aujourd'hui on a une grave crise politique dans ce pays et que ce n'est qu'une manifestation parmi d'autres de cette crise. Alors François Orcival, est-ce que c'est ça? C'est aussi toujours cette guéguerre, Matignon, qu'on a retrouvé tellement de fois. Alors, on se souvient Édouard Balladur, on se souvient de Lionel Jospin, enfin tout le monde à chaque fois. Oui, c'est vrai que Matignon et l'Élysée
ce sont deux rives de Paris, rive gauche, rive droite, et effectivement, ces pouvoirs se fritent les uns les autres. Il n'empêche que nous n'avions pas atteint ce que nous voyons aujourd'hui. Les réflexions des prédécesseurs de Manuel Valls, il n'y en a pas eu d'abord sous Ayrault, mais il n'y en a pas eu non plus à l'égard de Sarkozy. Fillon n'a jamais tenu un propos équivalent à ce qui se passe aujourd'hui avec Manuel Valls à l'égard de François Hollande. Je trouve que l'on fait porter aux institutions un poids qui n'est pas le leur. Parce que ce que dit Manuel Valls sur Hollande, c'est en fait l'anticipation de la défaite et par conséquent la recomposition. On va continuer à en parler dans un instant. L'info à 20h20, Pierrick Bonneau. Les informés, Jean-Mathieu Pernin. Les informés de France Info avec ce soir Danielle Simonet, conseillère de Paris et coordinatrice du Parti de gauche, également le politiste Gaël Brussier, Michel Orvois de Ouest France et François Dorcival de Valeurs Actuelles. Nous parlons de Manuel Valls qui souffle le chaud et le froid. D'un coup il aime François Hollande et puis après il l'aime pas et puis de nouveau il l'aime. Enfin bref, c'est un vrai couple, on peut dire ça. Danielle Simonet, alors je voulais avoir votre avis. Moi, quand il parle de gauche la plus bête du monde, forcément c'est une référence à Guy Mollet, ancien président du Conseil, qui avait dit que c'était la droite la plus bête du monde. Quand il dit ça, votre avis, ça s'adresse à qui ? Alors maintenant, mon avis, c'est que le mot gauche est peut-être exagéré. Pourquoi? Mais écoutez, mais parce que en quoi la politique a été menée par François Hollande est de gauche. Donc, eux, ils s'estiment à gauche. Eh ben oui, mais c'est peut-être là déjà qu'il y a une énorme erreur. Parce que quand on fait les lois Macron, quand on souhaite inscrire la déchéance de la nationalité dans la Constitution, et quand on méprise à ce point-là les enjeux écologiques, on n'est pas de gauche, quoi. Mais bon, écoutez, quand on entend Stéphane Le Foll, c'est un peu... c'est qui le patron la volonté jusqu'au bout d'essayer de remettre Hollande dans les clous. Bon, mais le problème, c'est qu'on est dans une situation de crise totale de cet exécutif, à la fois du président de la République, à la fois du Premier ministre, à la fois du fait de cette crise de régime. Je veux dire, la monarchie présidentielle ne fonctionne plus. Faire diriger le pays à coup de 49.3 et de politique d'austérité, ça ne marche plus. Et vous voyez bien que tous les secteurs craquent dans la société et refusent cette politique totalement illégitime qui est menée soi-disant au nom du peuple, mais contre le peuple. Je reviens sur ma question, gauche la plus bête du monde. En fait, il disait ça, Manuel Valls, à propos, non pas de vous, Danielle Simonet, bien sûr, mais d'Arnaud Montebourg, Benoît Hamon, Aurélie Filippetti, ça veut dire ceux qui veulent se présenter contre François Hollande au sein du Parti socialiste. Il le faisait aussi, une façon de critiquer aussi Hollande. Je pense, oui, non mais, mais bon, on verra. En tout cas, est-ce que d'après vous, aujourd'hui, il y a une possibilité de rassemblement de ces gens-là? Lui, il appelle au rassemblement tout le temps. Non, mais quand il dit gauche la plus bête du monde, effectivement, il s'adresse à tous ceux qui, par leur choix, leur décision de concourir, en fait, concourent pas pour eux-mêmes, ils concourent pour l'échec de la gauche, enfin de la majorité au pouvoir. Je pense que, comment dire, la relation Premier ministre-président, pour revenir un peu à la question, est une relation par nature conflictuelle. L'un est censé protéger l'autre. Il se trouve qu'aujourd'hui, personne ne protège plus tout le monde, ne protège plus personne, et que tout le monde empêche l'autre, en fait, d'agir et de se positionner. Parce que qu'est-ce qui se passe entre François Hollande et Manuel Valls? François Hollande, tout le monde est en train de considérer, sauf lui-même, qu'il sera extrêmement difficile de se présenter. Manuel Valls anticipe ce scénario-là, évidemment, et donc il prend position, il prend des positions. Ce qu'on a du mal à comprendre, c'est par exemple, quand on voit Danielle Simonet qui soutient, par exemple, Jean-Luc Mélenchon, on sait que la plupart des critiques ont été contre Manuel Valls, pas forcément contre François Hollande. On l'a vu, par exemple, contre la loi El Khomri, etc. On se demande bien, Manuel Valls, où il peut trouver... Oui, mais véritablement... Mais écoutez, les citoyens savent très bien qu'il y a une cohérence politique entre François Hollande et Manuel Valls dans les politiques qui ont été conduites. Non, mais une cohérence politique qui n'est pas une cohérence humaine. Pas une cohérence humaine. Il est évident que Manuel Valls, pratiquement depuis le début, est en compétition avec Hollande pour lui succéder à la tête du parti. Oui, et là, la crise de Palais en Solferini est totale. Alors, juste Gaël Brussier, est-ce que finalement aussi là, Manuel Valls, on parle beaucoup des primaires en ce moment à droite, mais on se souvient aux primaires de gauche, elle n'avait pas fait un gros score, il avait fait 3%, il avait fait 5%, pardon. Oui. Est-ce qu'il paye ça aussi? Ça veut dire le problème de ne pas se rassembler parce que finalement, à la base, il ne pèse que 5%? Je pense qu'en fait, non, mais déjà à la base, en fait, il y a un constat qui est que au-delà du sort de François
François Hollande, il y a le risque d'une extinction de la gauche en France. C'est-à-dire que c'est un camp politique qui aujourd'hui est fragmenté, représente une partie du corps électoral qui est en régression, et que sur cette base de clivage-là, accentuée par le fait que Manuel Valls oriente en fait la réforme de la gauche vers un social-libéralisme, un néoconservatisme de plus en plus clair, etc., tout ça risque de très mal finir, y compris maintenant pour le Premier ministre et son parti politique. Quand on dit très mal finir, certains prédisent un avenir comme le PASOK en Grèce, c'est-à-dire pour le Parti socialiste. Il y a le vrai risque pour un certain nombre de partis... pour le Parti socialiste. Oui, c'est pour ça, englobez pas. Il ne faut pas dire la gauche. Attention, eux sont en train de s'effondrer. J'ai bien écouté Jean-Luc Mélenchon vendredi soir sur la question du peuple. Donc le clivage gauche-droite n'est pas un absolu. On est dans une quadripartition du paysage politique. Mélenchon, l'extrême droite, la droite classique et la famille socialiste. Et on cherche quelqu'un qui serait capable de réunir cette famille socialiste. On est à la recherche de quelqu'un pour réunir un quart de l'électorat. Et il n'y en a pas un. Sauf, alors peut-être François Hollande. Bah oui, voilà, alors c'est ça qui lui, mais il a les moyens institutionnels. Il a des moyens institutionnels. Mais même s'il réussissait à réunir cette famille-là, c'est quand même une famille minoritaire. Donc, quelle que soit l'issue de ce scénario que l'actualité est en train de nous écrire avec un talent qu'aucune imagination n'aurait pu anticiper. Feuilletoniste. Oui, et personne, au bout du compte, ne réussira cet exploit. On va continuer à en parler, notamment de la fonction présidentielle dans un instant qui a été très critiquée ce matin, aussi bien par Bruno Le Maire que par Gérard Filoche, sur notre antenne, puisque nous avons reçu Gérard Filoche à 8h30. On parlera également du Canard enchaîné qui fête son centenaire. Voilà le programme à suivre. Il est bon, il est copieux. C'est dans quelques minutes dans les informés de France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin. Les informés de France Info jusqu'à 21h sur France Info, franceinfo.fr, sur les réseaux sociaux avec le hashtag Les Informés, sur le canal 27 de la TNT. Et ce soir, ils font tourner l'actualité comme d'autres les serviettes où on aime bien des références culturelles comme ça. Et ce soir, autour de la table des informés de France Info, nous trouvons la conseillère de Paris et coordinatrice du parti de gauche Danielle Simonet, également le politiste Gaël Brustier, Michel Urvois de Ouest France et François Dorcival de Valeurs Actuelles. Alors on ne sait pas de quelle race il s'agit, est-ce un colvert, un coupelet ou de terre-monde. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il est enchaîné. Oui, le Canard enchaîné fête ses 100 ans et les femmes et hommes politiques rêvent tous qu'il parle d'eux. Oui, même en mal. Retour sur un phénomène de presse à 20h45, car avant, on va parler institution. Oh non, c'est lourd, Antange au loin comme ça dans la prairie. Mais attention, institution dénaturée. Oh oui, de la bagarre, de la chic et du mollard. Antange reprendre en cœur. Depuis presque 10 ans, on entend que les deux présidents qui se sont succédés ont affaibli la fonction présidentielle. Il y aurait un avant et un après Nicolas Sarkozy, François Hollande, concernant le locataire de l'Élysée. Des phrases, des attitudes, des commentaires qui briseraient l'image présidentielle. Souvenez-vous, en 2009, Nicolas Sarkozy au Salon de l'Agriculture. Ah non, pourquoi pas? Tu salis. Casse-toi là, Le fameux casse-toi pauvre con ce matin. Aujourd'hui, donc c'est François Hollande, qui après l'affaire Valérie Trierweiler et ses croissants en scooter, c'est un peu trop confessé dans un livre et certains ont des mots assez violents à son sujet, comme Bruno Le Maire. Moi, je n'ai pas de respect pour François Hollande. J'estime qu'il n'a pas été à la hauteur de sa fonction. J'estime qu'il a humilié la France. J'estime qu'il a appauvri les Français. Et que par conséquent, il est temps qu'en 2017, on ne prolonge pas les erreurs de François Hollande en ajustant ici ou là le modèle français. Quelles que soient ces erreurs, mais qu'il est temps de passer à autre chose et de transformer en profondeur notre pays. Voilà, ce matin, donc Bruno Le Maire, ce matin, donc sur notre antenne, Gérard Filoche a enchaîné le président de la sorte. Michel Urvois, là, ce que dit quand même Bruno Le Maire, c'est-à-dire d'avoir aucun respect pour François Hollande, c'est-à-dire le président de la République, c'est quand même assez violent, quand même, de la part d'un homme aussi qui participe au processus électoral dans les primaires des Républicains. Ça me gêne toujours quand on confond l'homme et la fonction. Je pense que dans le processus d'affaiblissement de la fonction présidentielle, il y a deux facteurs. Il y a ceux qui tiennent à la personne elle-même, et on vient d'entendre des rappels, des exemples de comportements qui participent de cet affaiblissement. Et puis, il y a des facteurs qui sont, alors là, des facteurs politique, c'est par exemple les promesses non tenues. C'est le processus des primaires qui permet d'être élu, d'être candidat d'abord et d'être élu avec une
minorité sociologique dans le pays, qui ne contribue pas à l'autorité d'un président, ce qui n'était pas le cas dans les mandats précédents. J'ajouterais que le quinquennat, je pense, est venu aggraver la situation en ce sens qu'il oblige à aller plus vite et donc à exposer davantage le président de la République. Il est présent tous les jours dans les médias. Ça n'était pas le cas de François Mitterrand, ça n'était pas le cas du général de Gaulle. Il y avait une espèce de rareté qui donnait de la valeur en quelque sorte à l'intervention. C'est peut-être parce qu'il y a davantage de médias aussi, non? Alors, il y a plus de médias, il y a une actualité internationale qui est plus impliquante et donc on le voit tous les jours. Alors, Dany Simonet, quand vous entendez ça, pour vous, ça veut dire quoi? Le respect de la fonction présidentielle n'existe plus aujourd'hui? Vous savez, moi j'ai l'impression à la fois qu'on a un président de la République qui a essayé d'exploiter le plus possible le pire travers finalement de la Ve République, de ces institutions de monarchie présidentielle finalement, parce que c'est quand même le monarque qui peut comme ça avoir 60 rendez-vous pour écrire, pour que d'autres écrivent un livre où il se met à avoir des confidences qui révèlent finalement une personne totalement descotchée de la réalité. Mais je pense que la perte de légitimité de cette autorité de la fonction présidentielle provient aussi d'un peuple, le peuple français, qui a d'autres aspirations démocratiques et qui comprend bien que c'est absurde et pas démocratique d'avoir ce système comme ça qui concentre autant de pouvoir sur une seule personne, sur un seul homme, sur ce monarque. Vous dites que c'est un pouvoir monarchique finalement. Mais oui, ça relève du passé. Et donc, quand on reprend la revendication et quand Jean-Luc Mélenchon défend la convocation d'une assemblée constituante, c'est véritablement pour permettre que les citoyennes et les citoyens puissent redéfinir les règles du jeu avec un système parlementaire à la clé et des nouveaux droits dans plein de domaines. Gaël Broussier, est-ce que c'est ça en fait finalement? On se rappelle, il y avait à un moment un outrage au chef de l'État qui a été aboli d'ailleurs en 2013 par François Hollande. Pourquoi finalement depuis 2007, depuis l'élection de Nicolas Sarkozy, on s'intéresse à ça, finalement, est-ce que la fonction du président est respectée avant? Personne ne se posait la question. Il y avait le président de la République, il était respecté, c'est-à-dire depuis 2007, on a l'impression. Il y a un faisceau, on va dire, de mutations dans le monde qui font aussi qu'on a un développement particulier en France. Il y a un problème déjà de sélection du personnel politique, c'est-à-dire dans la crise de régime, on a aussi vu arriver une génération d'hommes politiques. Et les deux bouquins, celui de Davet et l'homme d'une part et celui de Buisson de l'autre, décrivent très très bien en fait une évolution complète du rapport que ces hommes politiques entretiennent avec la fonction présidentielle. Fonction présidentielle qui est d'abord une incarnation et qui n'est pas antinomique d'ailleurs d'une aspiration démocratique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans les sociétés actuelles, on peut avoir une forte incarnation et une démocratisation forte. Mais il y a un problème de rapport à l'incarnation de ces deux hommes qui ont exercé les fonctions de président de la République depuis une décennie. Ensuite, nous, c'est une manifestation en France d'une crise que l'on trouve dans beaucoup de pays. C'est-à-dire que la crise de régime est présente en Espagne. On l'a vu d'ailleurs pour trouver un gouvernement. Pour trouver un gouvernement. Elle est présente en Italie, on va le voir avec le référendum constitutionnel en Italie. Elle l'est d'une certaine manière également en Autriche, avec l'élection présidentielle qui a encore repoussé. Donc on a un développement de cette crise de régime, de cette crise de légitimité, qui en France est un peu particulière parce que les institutions continuent de fonctionner de manière très protectrice, tout en permettant à la crise de légitimité de s'approfondir. Alors on va continuer à en parler dans un instant, François d'Orcival. On va parler bien sûr donc des Français donc qui critiquent de plus en plus cette fonction présidentielle, les hommes politiques qui n'hésitent pas également à y aller, comme Bruno Le Maire ce matin. Mais ça sera dans un instant puisque l'info à 20h40, c'est Pierrick Bonneau. France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin. Les informés de France Info, nous parlons de la fonction présidentielle qui est très critiquée en ce moment. Bruno Le Maire ce matin s'est adressé à François Hollande en disant qu'il n'avait aucun respect pour lui. On sent aujourd'hui que cette fonction présidentielle est très critiquée. François d'Orcival, quand Danielle Simonet, elle, critiquait les institutions, je vous ai vu un peu tiquer là. Vous, les institutions finalement ne sont pas critiquées. Ah non. J'ai pensé que c'était le bouc émissaire, les institutions. Oui. Il n'empêche que sur l'affaire de la fonction présidentielle, on les retrouve naturellement, les institutions. Pourquoi les retrouve-t-on? Parce que, évidemment, nous avons depuis 2007 d'abord 2 quinquennats. Certes, il y en avait eu un avant celui de Jacques Chirac, mais dans des conditions différentes puisque c'était le renouvellement. Et Jacques Chirac, il avait une stature. Depuis 2007, il est vrai que nous avons une contradiction entre des personnalités que Gaël Broussier a parfaitement définies d'aujourd'hui, avec des réflexes d'aujourd'hui et des comportements
qui ne correspondent pas, dans l'œil de l'opinion, à celle d'un président de la République. Mais en même temps, ces personnalités-là exercent tous les pouvoirs. C'est vrai. Or, François Mitterrand, comme d'autres, ont eu au long de François Mitterrand 2 septennats. 2 septennats. Vrai, 14 ans. 14 ans de pouvoir, il n'empêche que 10 ans de gauche, 4 ans de droite, parce qu'au milieu de chacun, enfin pas au milieu, à la fin du premier septennat, cohabitation, à la fin du deuxième septennat, cohabitation. Et Jacques Chirac, lui aussi, 5 ans de cohabitation. Qu'est-ce que ça signifie, ça? Ça signifie qu'au cœur du système institutionnel, vous aviez une respiration démocratique qui faisait que si le président ne faisait pas la politique pour laquelle il avait été élu, une assemblée en même temps, arrivait. Professeur Sival, les Français avaient du mal à comprendre d'avoir, par exemple, un président de gauche et un Premier ministre de droite. C'est pour ça qu'il y a eu le quinquennat. Qu'on a changé, voilà. Mais du coup, les institutions protègent le président jusqu'au bout. Oui, Daniel Simonet, finalement aussi, c'est ça. Et moi, j'avais une question à vous poser, c'est finalement quand François Hollande avait pris pour slogan un président normal. Est-ce que ça existe finalement? Non. Un président normal? Un président normal. C'était sûr par rapport à Nicolas Sarkozy, en fait. C'était ça. Mais est-ce que ce mot, finalement, c'est pas une sorte de boulet? Parce qu'on peut pas être normal, non, quand on est à l'Élysée? Alors, moi, je pense par ailleurs qu'on peut casser les codes en politique et qu'il faut casser les codes. C'est-à-dire que ce côté, la personnalité politique doit être totalement anormale et éloignée et très différent de monsieur et madame tout le monde, comme s'il y avait un monsieur et madame tout le monde. La fameuse ménagère de moins de 50 ans également, mais aussi on connaît mieux. Mais finalement, c'est une hypocrisie totale. Parce qu'à travers son slogan, un homme normal, il ne s'est absolument pas comporté comme un homme normal. Je veux dire, avoir tous ces entretiens et toutes ces révélations dans ce livre ne montrent pas un homme normal. Alors, il est dans un autre style que Nicolas Sarkozy, mais je veux dire, il n'a pas eu un comportement d'homme normal qui doit assumer quelles responsabilités et comment on gère les responsabilités quand on est la tête de la République française. Pour vous, Michel Urvoas, c'est là aussi, finalement, c'est le coup des slogans, la communication, aujourd'hui, fait qu'à un moment, quand on parlait tout à l'heure de craquement peut-être d'institutions, on en est là aujourd'hui, pour vous, aujourd'hui? Je pense qu'un président, c'est une incarnation d'un pays, d'un peuple. C'est-à-dire que tout le monde doit pouvoir se reconnaître, même s'il n'a pas voté pour lui, pour ce président-là, doit pouvoir se reconnaître dans cette personne et éprouver une espèce de fierté lorsque cette personne fait ou dit des choses en France et surtout à l'étranger. Mais qui parle aux hommes et aux femmes. Or là, il est déscotché de la vie des gens. Tout à fait. Mais je ne suis pas en train de dire que ça fonctionne. Je suis plutôt en train de dire que ça ne fonctionne pas. J'essaie de définir ce qu'est le rapport du peuple à un président. Ça n'a pas marché avec Nicolas Sarkozy, sauf un peu dans la première partie de son quinquennat, et ça n'a pas marché avec François Hollande pour des raisons qui sont différentes, mais finalement qui se ressemblent. Finalement qui se ressemblent parce que cette normalité, c'est-à-dire chez Nicolas Sarkozy, on avait des sorties, on avait des invectives, on avait des comportements qui finalement avaient quelque chose d'humain mais pas de présidentiel. Et on a aussi chez François Hollande des choses peut-être plus sympathiques, mais qui ne sont pas davantage présidentielles. Quand on se fait rabrouer par une adolescente de 14 ans, prénommée Léonarda, c'est pas digne d'un président. C'est ça, Gaël Broussier? Et le scooter. C'est vrai qu'on a passé 2 quinquennats à se dire en permanence, imagine-t-on le général de Gaulle faire ça? Vous savez, il n'y a pas que le général de Gaulle. Même Jacques Chirac, même François Mitterrand. On l'a même cité récemment pour savoir s'il serait mis en examen. Vous voyez, général de Gaulle, donc François Fillon. Non, mais c'est vrai. Il y a une vraie crise de l'incarnation présidentielle parce que nous avons affaire à 2 personnalités qui, pour estimables qu'elles soient par ailleurs, où on peut avoir des jugements différents sur leur ligne politique, mais n'arrivent pas à rentrer dans l'esprit qui fait même pas simplement ce qu'est la présidence de la République sous la Ve République, mais ce qui fait une espèce de relation entre le régalien et le populaire, qui est un fil rouge de l'histoire de France. Alors, est-ce que ça, ils ne le comprennent pas. Est-ce que c'est finalement propre au président de la République, ou aujourd'hui, vous le disiez tout à l'heure, il y a des crises un peu partout en ce moment, en Europe, dans le monde. Est-ce que c'est pas propre aussi aux élus, finalement, à ce qu'on a dit, les fameuses élites, en fait, finalement, on ne sait pas trop d'ailleurs ce que c'est, mais Daniel Simonet, est-ce qu'il n'y a pas ça aussi, cette remise en cause permanente même du personnel politique Moi, je ne parle pas d'élite, je parle d'oligarchie, parce que l'élite, moi, je vois des responsables syndicalistes, des responsables associatifs, je trouve qu'ils sont brillantissimes, ils font partie, pour moi, de l'élite républicaine. Non, je dirais plutôt que on atteint là la crise d'une logique oligarchique où vous avez une petite poignée de personnes
qui finalement, entre le monde politique, enfin une partie de la caste politique, le monde économique, le monde médiatique, finalement bouge d'une sphère à une autre, de pantouflage en pantouflage, de manière totalement déconnectée des préoccupations de la grande majeure partie du monde. Est-ce que François Hollande s'est préoccupé, par exemple, des suicides parmi le personnel de santé qu'il y a eu cet été? Est-ce qu'il se préoccupe Daniel Simonet, des questions qui touchent et qui craquent le pays Simonet, en on ce peut dire moment. aussi, en effet, sur le renouvellement politique, le pantouflage, on peut parler de Jean-Luc Mélenchon, par exemple. Jean-Luc Mélenchon, ça fait combien de temps qu'il est en politique, vous voyez? Mais il n'a jamais pantouflé à la banque Rothschild. Ah non, mais il fait partie de ce personnel politique qui est là depuis des années. D'un gros média, donc c'est pas du tout, ça n'a rien à voir avec la logique oligarchique. Jean-Luc Mélenchon a toujours défendu ses convictions. Ça n'a rien à voir comme parcours, c'est pas du tout la même chose. Quand vous êtes dans une logique oligarchique, c'est qu'à un moment donné, vous défendez des intérêts économiques, et y compris vous pouvez basculer entre le monde médiatique, le monde économique et le monde politique, tout ça pour défendre la même petite poignée d'intérêts. Vous retrouvez avec des lois MEDEF, avec des lois dictées par... En quoi, François ce que vous dites en ce moment sur l'oligarchie est-il neuf? Est-ce que vous n'avez jamais lu un livre d'histoire sur la Troisième République, sur la Quatrième République, sur les 40 premières années de la Cinquième République? Ce n'est que ça. Vous dites que c'est une répétition, finalement. Mais enfin, sur quoi se bat aujourd'hui le Front National en nous répétant ça tous les jours? Et c'est quand même tout à fait étonnant que vous nous accusiez une oligarchie. Ou alors, c'est du système normal en système démocratique. Michel Urvois, moi, je vois pas. C'est un écho. Oui, je pense que c'est un écho. Mais la difficulté du système politique à se renouveler vient renforcer ce que dit François d'Orcival. Je pense qu'on est absolument, on n'a pas trouvé. Alors peut-être que Jean-Luc Mélenchon ou Emmanuel Macron, dans des genres très différents, vont s'aimer à un moment les deux, je pense. Non, là-dessus, je crois que c'est un peu des antipodes. Je ne prendrai pas de pari là-dessus. Non, mais il y en a un, c'est En Marche Arrière. Ils sont en train d'essayer d'initier une démarche un peu nouvelle, où la démarche elle-même est un peu le projet, en quelque sorte. Donc c'est une tentative de renouvellement, pas forcément de la personne, mais en tout cas de la manière de faire de la politique. La primaire, les primaires auxquelles on est assisté dans les autres camps sont une parfaite reconduction du système antérieur. Et si c'est un des vainqueurs de la primaire qui gagne la présidentielle, je vous mets au défi, je prends le pari tout de suite, qu'on aura le même débat et qu'il aura les mêmes difficultés. Pari tenu, en tout cas, l'info à 20h50, Pierrick Bonneau. France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin. Les informés de France Info avec ce soir la conseillère de Paris et coordinatrice du parti de gauche Daniel Simonet, Gaël Brustier, politiste, également Michel Urvois de Ouest France et François d'Orcival de Valeurs Actuelles. On va fêter l'anniversaire d'un confrère puisque c'est en plein fracas de boue, de sang et d'obus que le canard s'est mis à cacter. Après une première expérience, le canard enchaîné renaît le 5 juillet 1916 et continue à gigoter 100 ans plus tard. Un livre le célèbre, un documentaire sera diffusé demain d'ailleurs sur la Paris Première. Il fait rire, énerve, se nourrit de calembours et de petits potins. Les politiques le craignent, mais tous rêvent de voir un jour leur nom y figurer, comme par exemple cette déclaration assez étonnante du député et de fils d'eux, Olivier Dassault. Il a dit « Qu'importe que l'on dise du mal de moi du moment qu'on en parle », bon, on connaît cette phrase, « en même temps on aurait beaucoup de mal à me railler, je suis quelqu'un de très gentil ». Voilà, très critiqué par certains journalistes qui se jettent dessus, tout de même dès son arrivée le mercredi. Il rappelle le canard enchaîné, de mauvais souvenirs à certains, de bons à d'autres, et puis bien sûr il y a eu Cabu, tout simplement. Le canard enchaîné aime secouer le cocotier, mais aime particulièrement une chose, c'est la classe politique, et dans la classe politique il aime son conservatisme. Et oui, Éric Amtaz, il est rédacteur en chef du canard enchaîné. Si on regarde sur 100 ans de scandales et d'affaires, c'est un petit peu toujours, je dirais pas que c'est toujours la même chose, sans quoi on serait ennuyé, et on ne s'ennuie pas du tout depuis 100 ans, mais c'est un petit peu toujours les mêmes, bon, c'est des histoires d'argent, c'est des histoires de corruption, c'est des histoires de querelles de pouvoir, ça c'est toujours, bon, mais c'est comme l'amour, les ressorts sont toujours les mêmes, mais on ne s'en lasse pas. Voilà, donc Éric Amtaz, donc rédacteur en chef du Canard enchaîné ce matin sur France Inter. On a peu de temps avant de terminer, mais juste, Daniel Simonet, moi je voulais avoir votre avis de politique. Canard enchaîné, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que en même temps, les politiques s'en méfient, et en même temps, tout le monde voudrait avoir son nom dedans parce qu'il y a quand même derrière une certaine reconnaissance aussi de son travail, non?
Ah bah écoutez... Est-ce que vous le lisez déjà, vous? Oui, moi tous les mercredis, vous le lisez? Oui, je le lis. Bon, il arrive des semaines où on n'a pas le temps. Bien sûr, oui. Mais non, moi je pense que moi je suis extrêmement attachée à la fois à la liberté de la presse et puis surtout à cette liberté totale, totale que peut avoir le Canard enchaîné. C'est extrêmement important et qui a bien souvent montré justement, comme il vient de le dire, tous les problèmes de corruption, tous les scandales qui doivent donner lieu après à ce que l'ensemble de la société se saisisse. C'est public et les citoyens doivent du coup exercer leurs droits sur cette information. Qu'est-ce qu'on en fait? Cette information publique sur ceux qui nous gouvernent, elle est mais quand, par exemple, nécessaire. ils vont chatouiller, par exemple, même parfois Jean-Luc Mélenchon, des choses comme ça, quand ils décernent des noix d'honneur à Jean-Luc Mélenchon, qu'est-ce que vous en pensez? Ça vous énerve? Ou vous dites... Non, mais moi, je pense qu'il faut qu'il y ait... il ne doit pas y avoir de tabou. Les choses doivent pouvoir se dire, se discuter et le faire avec l'humour. L'humour, de toute façon, c'est la meilleure arme, je trouve, contestataire du système. Voilà. Donc, Gaël Brussier, vous-même, en tant que politiste, c'est quelque chose que vous regardez comment... Est-ce que vous le lisez et est-ce que ça vous permet de mieux analyser la classe politique française, le Canard enchaîné? Alors disons que je le lis assez souvent, je trouve qu'il est surtout satirique, je ne l'ai jamais vu insultant finalement. Donc c'est un journal qui est intéressant. Moi il m'intéresse beaucoup d'un point de vue du fait que c'est un journal papier. Qui n'est pas sur Internet. En fait est à contretemps en fait de l'ère numérique et c'est peut-être ce qui fait aujourd'hui sa force d'ailleurs par rapport au reste des médias en ligne, etc. C'est peut-être là sa force. Et il y a une temporalité différente en fait. Quand on lit le Canard, on n'est pas plongé, c'est presque rassurant, on n'est pas plongé dans l'immédiateté comme sur les autres médias en fait. Donc c'est un peu pour ça que j'aime bien de semaine en semaine, de temps en temps, ça me repose en fait paradoxalement et on prend un petit peu de recul tout en ayant une lecture assez agréable. Rapidement, Daniel Simonet. Oui, il est libre ce journal parce qu'il s'assume financièrement. Bien sûr. Vous n'auriez jamais sur télé, sur BFM ou sur des rubriques Canard enchaîné. Parce qu'à un moment donné, les décideurs, Bolloré et les autres. Alors c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a ce centenaire qu'on fait très en retard, puisque c'était le 15 juillet dernier, mais ça arrive en pleine crise télé. D'ailleurs, Michel Urvois, c'est vrai que cet exemple de 400 000 exemplaires par semaine, vous travaillez à Ouest France, donc on sait que 400 000 c'est bien, c'est pour un journal papier, justement. Et en 700 000 c'est encore mieux. Bien sûr, vous c'est Ouest France parce que c'est le plus gros tirage français. Non mais si le Canard enchaîné n'existait pas, il faudrait l'inventer, parce que c'est un symbole de liberté. Ça vient d'être dit, pour des raisons économiques, c'est un modèle unique, le Canard enchaîné, en termes de fonctionnement économique, puisqu'il fonctionne sans publicité, avec une équipe resserrée, avec très peu de frais fixes, et ça lui donne ça lui donne une liberté totale, à tel point que son prix de vente est moins élevé qu'il y a 10 ans ou qu'il y a 15 ans. C'est ça. Et alors, il est drôle, il est insolent, et il fait de l'investigation. Et c'est parce qu'il est libre qu'il peut faire de l'investigation. Rapidement, François Orcival, parce qu'on doit après quitter. C'est un merveilleux. Moi, je suis désolé. C'est un merveilleux cas singulier, le Canard enchaîné, pour toutes les raisons. Qui est lu par les politiques en premier le mercredi. Mais bien entendu. Et on n'a pas dit toutes les histoires qui ont été relevées dans le Canard enchaîné, mais il y en a des formidables. Il y en a des formidables depuis la cour sous le général de Gaulle jusqu'au coiffeur de François Hollande, ce qui nous ramène à la monarchie républicaine d'ailleurs. Mais c'est un merveilleux journal du point de vue économique aussi, qui n'a pas changé son prix de vente depuis 24 ans. C'est pour ça qu'il coûte moins cher. Donc achetez le Canard enchaîné, je précise juste, puisque son rédacteur en chef vient aussi aux informés de France Info, qu'il y a un magazine sans publicité, c'est Flux Glacial, c'est un autre magazine, mais il est également sans publicité, et il faut l'acheter tous les mois. Allez, les informés de France Info, ça se termine. Merci beaucoup à Daniel Simonet d'être passé ce soir, merci à Gaël Brussier, Michel